je vais vous parler, dans le cadre des dispositifs médicaux utilisés en perfusion qui nous préoccupent aujourd'hui, je vais vous parler en particulier du pousse-seringue. En le situant simplement dans la panoplie que vous connaissez bien de l'ensemble des dispositifs médicaux qu'on utilise en perfusion. Et quand on commence à les lister, on s'aperçoit qu'il y en a quand même une liste relativement importante. Alors il y a d'abord des équipements biomédicaux, des pousse-seringues qui sont certainement la plus grosse batterie des équipements biomédicaux à l'hôpital. On peut dénombrer dans les CHU plusieurs milliers de pousse-seringues. Des pompes à perfusion qu'on va qualifier souvent de volumétriques, de différentes formes et de différentes tailles. Des pompes maintenant qui sont introduites de plus en plus dans les établissements qu'on va souvent qualifier de pompes antidouleurs ou de pompes PCA ou de pompes, des petites pompes portables en tout cas. Et ce qui va caractériser de plus en plus ces équipements, qui pendant très longtemps ont été cantonnés au chevet des patients, c'est qu'on les retrouve maintenant et de plus en plus en ambulatoire, aussi bien à l'hôpital qu'au domicile des patients. Ce qui induit d'ailleurs des problématiques sensiblement différentes. Et il faut leur associer toute la panoplie des dispositifs médicaux à usage unique stérile. Alors les plus classiques que sont la seringue, les tubulures, les prolongateurs. Alors ensuite les accessoires, les robinets, les valves je mets un peu anti-tout parce qu'on a des valves anti-siphon, anti-retour, etc., etc., dont l'efficacité et surtout le fonctionnement est rarement bien maîtrisé. Les aiguilles et les cathéters. La présentation ne défile pas. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Alors, je ne sais pas. Est-ce que si vous recliquez sur... Non, effectivement, nous non plus, on n'a pas les diapos qui défilent. C'est resté sur la première, les dispositifs médicaux. Alors, que puis-je faire par rapport à ça? Si vous recliquez en bas sur le petit... petite icône. De prendre le contrôle, vous m'aviez indiqué ce matin. Ah, alors je peux le faire, sinon si vous voulez. Oui, je pense que c'est ça. Alors. Hop. Des fois que... Voilà. Alors, du coup, je reprends. Vous allez voir du coup la présentation se défiler. D'accord. Est-ce que vous avez la diapositive sur laquelle j'étais? Alors, du coup, comme ça n'a pas défilé, je vais remettre. Vous allez me dire si c'est bon. Hop. Est-ce que vous les voyez défiler? Pas du tout. Vous les voyez là? C'est bon? Oui, c'est bon, elle défile. C'est bon, c'est très bien. Bon, allons-y, merci. Donc, j'en étais aux aiguilles et aux cathéters. Là, cette fois-ci, on est au contact du patient. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui se passe en amont, les flacons, les poches, enfin bref, tout ce qui va contenir les produits que l'on va administrer au patient. Et puis, l'introduction relativement récente des diffuseurs portables, qui sont à eux seuls déjà toute une problématique. Alors, je reviens au pousse-seringue. Ça paraît relativement trivial. Le pousse-seringue, c'est l'appareil qui permet de pousser une seringue. Je me souviens de la réflexion d'un directeur à qui je présentais un programme d'équipement et qui me disait, écoutez, non, franchement, je ne peux pas proposer ça au corps médical. Trouvez-moi un terme quand même plus sérieux. Ça fait vraiment ringard. Et ben, c'est pourtant effectivement l'appareil qui pousse le piston d'une seringue pour délivrer une perfusion à vitesse contrôlée. C'est peut-être un des rares appareils qui dit très clairement ce qu'il fait. Alors, il est composé de 3 parties. Là, je vais me placer cette fois-ci au cœur de l'appareil. L'appareil est composé vraiment de 3 parties bien distinctes et qui vont chacune induire des risques particuliers. Alors, la partie peut-être la plus importante aujourd'hui, c'est le support de seringue. C'est quelque chose qui est apparu relativement tardivement dans la normalisation de ces produits. Ce support de seringue vise à fixer solidement la seringue à l'appareil. Et on verra tout à l'heure que le risque majeur de cet appareil se situe bien à ce niveau-là. Il y a ensuite un système mécanique qui crée un déplacement maîtrisé du piston de la seringue. Une fois la seringue fixée à l'appareil, eh bien on va emprisonner le piston et on va le déplacer selon un mouvement parfaitement maîtrisé. C'est l'objectif de cet appareil.
Et puis enfin, il y a un système électronique qui assure l'interface avec l'utilisateur. On va maintenant passer en revue les risques associés de façon à pouvoir mieux les prévenir. Alors, les fonctionnalités tout d'abord. Le support de seringue a pour but de fixer le corps de la seringue sur l'appareil. Et une fois que le corps de la seringue est solidement arrimé sur l'appareil, on va agripper la tête du piston de façon à pouvoir assurer son déplacement. Encore faut-il vérifier en continu que ce poussoir est bien en contact étroit avec le piston de la seringue. Et on va donc avoir un certain nombre de dispositifs qui vont permettre de vous garantir à tout moment que le piston de la seringue est bien solidaire du poussoir. Ce poussoir va permettre en même temps de mesurer la force que l'on applique sur la tête du piston, ceci afin d'éviter la création d'une éventuelle surpression qui pourrait être préjudiciable, alors préjudiciable soit au patient, soit à la seringue ou à la perfusion. Et enfin, ce support de seringue est susceptible de générer une alarme et de stopper la perfusion lorsqu'il détectera des conditions anormales. On y reviendra tout à l'heure. Le système mécanique, c'est relativement simple. Il fait avancer le poussoir qui est solidaire du piston de la seringue. Donc c'est un système mécanique assez basique qui comporte 3 éléments, un moteur, une vis sans fin qui est entraînée par le moteur et le poussoir est verrouillable et il coulisse sur la vis sans fin. Donc ce sont 3 éléments mécaniques assez robustes en général. Le système électronique identifie les dimensions de la seringue. Et c'est très important parce qu'il faut bien comprendre que le pouce-seringue, lui, il ne connaît qu'une seule chose, c'est la vitesse d'avancée du poussoir. C'est la seule chose que sait faire le pouce-seringue, c'est de faire avancer la vis sans fin et donc de faire avancer le poussoir. Et vous, ce que vous voulez, c'est avoir en fait un volume par unité de temps. C'est-à-dire, en gros, il faut que l'appareil convertisse la longueur qui est parcourue par le poussoir, qu'il la convertisse en volume administré effectivement au patient. Et l'unité intermédiaire, c'est le diamètre de la seringue, qui est donc caractéristique de la seringue que vous avez mis sur l'appareil. D'où l'importance pour le pouce-seringue de connaître parfaitement le diamètre de la seringue. Alors, on va souvent convertir diamètre en marque et type, mais pour autant, c'est le diamètre de la seringue qui est absolument primordial. Ensuite, ce système électronique va surveiller le bon déroulement de la perfusion, s'assurer que le piston avance bien, que les pressions sont normales, que tout se déroule normalement, qu'il n'y a pas de problème de batterie, etc. En cas de problème, il va générer des alarmes. Et, paramètre beaucoup plus intéressant sur les appareils modernes, c'est qu'il va quasiment garder en mémoire tous les paramètres de la perfusion. Vous serez capable, a posteriori, de retracer quasiment minute par minute tout ce que l'appareil a fait, tout ce qui s'est passé, les alarmes éventuelles, les changements de programmation, etc. etc. Et puis, des fonctionnalités, cette fois-ci, qui sont extérieures à l'appareil, mais l'appareil génère maintenant des communications avec les systèmes d'information qui sont autour du patient, que ce soit le moniteur de surveillance, la fiche du dossier patient, etc. etc. Alors, voyons maintenant les risques qui sont associés à ces différents éléments. Le risque majeur, il est au niveau du piston de la seringue. Il faut tenir le piston de la seringue pour éviter que puisse se produire le débit libre. Alors, le débit libre, je ne sais pas quelle est votre approche à vous sur le débit libre, mais c'est, de mon expérience, quelque chose qui est très largement méconnu des professionnels de santé, alors méconnu des soignants, mais également méconnu des médecins et, encore plus ennuyeux pour ma profession, des techniciens biomédicaux. Et je peux vous dire que dans l'exercice de ma profession, j'ai rencontré un nombre de débits libres assez considérable. C'est pour moi le principal risque lié au pouce-seringue. Alors, pour que le débit libre puisse se produire, il faut 3 conditions simultanées. Il faut d'abord que la seringue soit significativement placée au-dessus du point de perfusion. Alors, la seringue, en l'occurrence, le pouce-seringue.
Mais si vous placez un pouce-seringue sur une tablette à 40 cm au-dessus du point de perfusion, les conditions sont remplies. Et quand vous empilez 6, 8 ou 10 appareils de perfusion les uns sur les autres, l'appareil qui est le plus haut est en général largement au-dessus de ces 40 cm. La deuxième condition du débit libre, c'est le piston de la seringue. Il faut qu'il soit libéré de l'appareil. Et ceci va se produire notamment au moment d'un changement de perfusion. Lorsque l'appareil vient de terminer une première perfusion, il émet une alarme et puis l'infirmière va venir pour rajouter une deuxième seringue sur l'appareil. Et bien à ce moment-là, elle va être obligée de désolidariser momentanément la seringue de l'appareil et vous pouvez retrouver pendant un certain temps le piston de la seringue libre. Et la troisième condition, il faut que la tubulure soit purgée. Si elle est pleine d'air, eh bien le débit libre s'arrêtera de lui-même, puisque le débit libre est entraîné par la colonne de liquide qui va de la seringue jusqu'au patient. Alors comment prévenir ce débit libre? Eh bien, on l'a déjà largement souligné en améliorant la connaissance et la formation des utilisateurs. Et je peux vous dire par expérience, là encore, que c'est quelque chose qui n'est pas aisé. On peut préconiser également de mettre les appareils de perfusion, et en l'occurrence le pouce-seringue, le plus possible au niveau du patient. Et enfin, il faut limiter les interruptions de tâches, on l'a souligné tout à l'heure, notamment au moment où l'infirmière vient changer la seringue sur l'appareil. Alors, les risques liés au système mécanique. Globalement, on peut considérer qu'il n'y en a pas à ce niveau-là. Le système mécanique est en général solide, voire très solide par construction, et s'il y a une casse mécanique, elle est en général visible, voire évidente. Le système mécanique, c'est pourtant lui qui va générer la plupart des alarmes. Alors, les alarmes seront d'abord liées à la force appliquée sur le piston de la seringue, s'il y a une occlusion de la tubulure, mais également s'il y a trop de friction entre le piston et le corps de seringue. Et attention, les appareils peuvent être paramétrés différemment selon qu'ils sont dans un service adulte ou dans un service de néonat. Le système mécanique génère également des alarmes de fin de perfusion, voire de pré-fin de perfusion, pour alerter le personnel avant que la perfusion ne s'arrête. Il faut savoir que ces alarmes sont souvent excessives, mais ce sont souvent également des alarmes liées aux exigences des soignants qui tiennent assez souvent à être informés de toutes les anomalies de la perfusion. On pourrait peut-être s'interroger sur le bien fondé des réglages d'alarme qui sont faits sur les appareils, parce que globalement, je pense qu'elles causent plus de problèmes qu'elles n'améliorent véritablement la sécurité de la perfusion. Alors, troisième composant, donc le système électronique. Alors, il faut se rappeler que d'une façon générale, ce n'est pas le programme de la perfusion qui bug, mais c'est la main de celui qui le programme. On l'a déjà dit longuement, les erreurs de programmation des appareils se rencontrent assez fréquemment. Alors, on va d'abord avoir une erreur potentielle au niveau du choix de la seringue, mais il faut se rappeler que les erreurs à ce niveau-là sont en général assez limitées. Pour un volume de seringue donné, par exemple 50 ou 60 ml, si vous vous trompez dans la marque de la seringue que vous indiquez à l'appareil, les erreurs sont extrêmement limitées. Par contre, quand vous commandez le débit, là, il peut y avoir un véritable danger. Je vais aller relativement vite puisqu'on l'a déjà évoqué. Logiquement, on programme très souvent en millilitres-heure, mais chaque fois que vous allez convertir ces millilitres-heure en milligrammes par kilo et par heure, etc., vous courez un risque important d'erreur simplement à ce stade-là. Attention au chiffre après la virgule, même s'il est souvent relativement évident, mais quelquefois on peut encore avoir des erreurs à ce niveau-là. Et puis, il faut essentiellement se concentrer sur les situations à risque, on l'a déjà dit, soit sur les drogues les plus à risque, soit sur les fonctionnements mal contrôlés, notamment à domicile. Et une des questions que je poserai systématiquement dans le cadre d'un contrôle des connaissances au niveau des soignants qui programment
le système électronique d'un pouce-seringue, c'est est-ce que vous êtes sûr de bien maîtriser la règle de 3 ou le produit croisé, appelez-le comme vous voulez. Mon expérience également, c'est que depuis les différentes promotions d'infirmières que j'ai vues dans le cadre de formation, eh bien, la formation scientifique des soignants est globalement en chute libre. Alors, je termine par simplement une brève revue des différents progrès techniques que ces appareils ont connus ces dernières années. Alors, voilà quel était chez nous le premier appareil de perfusion, le premier pouce-seringue qui a été introduit à l'hôpital. Vous voyez un appareil extrêmement rustique avec des indications de vitesse qui sont préprogrammées. Vous voyez le poussoir de l'appareil, là aussi très rustique. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucun système précis pour retenir le piston ou retenir le corps de la seringue de l'appareil. Voilà un appareil qui est contemporain, mais qui est déjà sensiblement plus évolué. Vous voyez que là, le poussoir de la seringue et le système de retenue de la seringue sont déjà bien présents. La seringue est prisonnière, le piston de la seringue est prisonnier. Par contre, on a encore des progrès à faire. On n'a pas encore inventé la vis sans fin. Et là, vous voyez qu'on a un système de programmation avec des corrections selon le type de seringue que vous mettez, tout à fait redoutable. Dans les années 80 apparaissent les premiers appareils, les premiers pouces-seringues que l'on peut qualifier d'électroniques. Donc voilà l'appareil qui a été certainement plébiscité dans les années 80 dans vos différents établissements. Vous voyez qu'on a d'abord une sélection de seringues. Alors, on ne pouvait mettre sur cet appareil que des seringues de 50 ou 60 millilitres. Et vous voyez qu'on avait déjà identifié 5 marques à l'époque. Notez quand même au milieu cette position tout à fait anachronique qui est notée X. La préconisation du constructeur à l'époque, c'était de dire si vous ne trouvez pas la marque de votre seringue, mettez-vous sur X. Alors, on peut considérer que c'est absolument suicidaire et redoutable. Néanmoins, ça n'induisait des erreurs qu'à hauteur au grand maximum de 10 ou 15%. Et regardez la sélection cette fois-ci du débit. On a une vraie sélection en continu du débit en millilitres heure avec une virgule clairement identifiée. Dernière indication intéressante à voir, remarquez le témoin de batterie. Ces appareils étaient disponibles sur secteur ou sur batterie rechargeable. Vous voyez, en vue supérieure, on voit très bien le système de maintien du corps de la seringue d'une part et du piston de la seringue d'autre part. Il y avait même un bouton pour véritablement serrer le piston de la seringue sur le poussoir. Apparaissent en même temps des appareils exclusivement sur batterie, donc des appareils qui avaient absolument révolutionné la pratique de la perfusion dans les SAMU. Un modèle qui est intervenu dans les années 90-95, qui a essayé de s'affranchir du problème de la seringue. Et sur cet appareil, on ne programmait pas la marque de la seringue, mais on programmait le débit total gradué et on affichait la course, c'est-à-dire la longueur graduée sur le corps de la seringue que l'infirmière mesurait directement sur l'appareil. Et enfin, alors un appareil que vous connaissez, je pense, à peu près tous, un module donc, qui était fait pour être empilé sur plusieurs autres appareils, avec cette fois-ci un écran, des touches de programmation, et puis un véritable programme pour indiquer à l'appareil d'abord le volume de la seringue, puis la vitesse de perfusion, et enfin surveiller l'appareil. Mais c'est difficile que les résidents qui font la chose. Donc, dans les années 2000, on voit apparaître l'introduction massive de l'informatique qui nous permet de disposer de performances complémentaires, la préfin de perfusion, je l'ai indiqué, les relais de drogue qui permettent de redémarrer automatiquement un module en attente dès qu'on a atteint la fin de perfusion. Alors, ne vous inquiétez pas trop. En général, les soignants s'inquiètent énormément des doses résiduelles au fond de la seringue, mais en général, ces doses ne sont pas supérieures à celles qui restent dans la tubulure elle-même. Alors,
kit veine ouverte, le bolus, le débit fractionné, la commande par le patient, etc., etc. Avec des risques supplémentaires à chaque fois, des alarmes supplémentaires, la nécessité de la surveillance et de la formation, on l'a déjà amplement souligné. Alors, que peut-on dire des pousse-seringues aujourd'hui? Faut-il améliorer la sécurité des pousse-seringues? Eh bien, ce qu'on peut dire avec certitude aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'accidents imputables au pousse-seringue lui-même. Les mémoires nous ont beaucoup aidé là-dessus et ont permis de rassurer les soignants sur l'étiologie véritablement des incidents lorsqu'ils se produisent. L'aptitude des utilisateurs à faire fonctionner ces appareils est certainement le défi majeur, on l'a déjà souligné. La formation est largement négligée. Le compagnonnage est considéré comme suffisant, ça n'est jamais vérifié. La formation des utilisateurs après quelques années d'utilisation est carrément jugée inutile et les soignants ne se déplacent plus. Et il y a très peu de contrôle des connaissances acquises réellement pour utiliser les appareils qui sont mis à disposition. Et enfin, je l'ai déjà dit, la dégradation des compétences initiales des infirmières à effectivement traduire des prescriptions en millilitres heure ou en milligrammes par kilo, etc. Alors l'harmonisation des appareils qu'on a souligné comme étant souhaitable, elle est malgré tout nécessairement partielle parce qu'on ne peut pas renouveler brutalement plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'appareils pour que les services soient équipés d'un seul et même modèle d'appareil. Et ne sous-estimons pas également les prêts interservices qui font que lorsque vous avez rendu homogène le parc d'un service, bien assez fréquemment, simplement par le fait que le service va aller se dépanner pour récupérer quelques appareils dans les services voisins, eh bien on va réintroduire des appareils qu'ils ne connaissent pas forcément. Bref, il est probablement souhaitable, et je remercie les orateurs précédents d'avoir présenté d'excellentes diapositives pour repenser la maîtrise de l'utilisation des appareils de perfusion. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ancelin. Alors, effectivement, on a quelques commentaires des personnes qui ont réagi sur la messagerie qui disent qu'effectivement, avant, c'était plus facile, c'était plus simple et que c'était un peu à regret puisque n'importe qui pouvait… Ah, attendez. L'avantage de ces appareils était qu'il ne fallait pas avoir fait Sciences Po pour s'en servir, ce qui était à regretter. C'était le manque de sécurité. N'importe qui pouvait y toucher. Les pompes de nos jours sont d'utilisation moins facile. Effectivement, elles sont plus sophistiquées et parfois, ça peut induire encore plus d'erreurs. Par contre, on a une question. Je croyais que pour les pousse-seringues, il ne fallait pas remplir à plus de 50 ml, même si les graduations vont jusqu'à 60 ml. Alors, sur ce point particulier, il n'y a aucune contre-indication. Si l'appareil accepte, lorsqu'il sera peut-être limitant, c'est le retrait du piston. Si vous ne pouvez pas la remplir à 60 et la positionner sur l'appareil, c'est clair, c'est que l'appareil n'est pas prévu pour. Mais sinon, il n'y a aucune contre-indication. Si le poussoir accepte de se reculer jusqu'à 60 ml, vous pouvez les administrer sans aucun problème. Enfin, j'ai aucun exemple en tête de contre-indication. Très bien. Il y a le Medit qui précise qu'il y a des outils intéressants sur le calcul de doses réalisé par le Medit Centre. Et un Serious Game, calcul de dose de l'Omedit PACA Corse. Voilà. Je l'ai noté avec intérêt tout à l'heure et j'irai certainement le consulter rapidement. Voilà. On partage aussi entre nos régions. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Il y avait une question, je suis désolée, je l'ai laissé filer dans la conversation tout à l'heure, concernant l'identification des poches. C'était pendant la présentation de l'Omedit. L'identification des poches, y a-t-il un consensus sur le contenu de l'étiquette d'identification? On parle de l'identification des préparations injectables, c'est bien ça? Excusez-moi. Oui, sur les étiquettes d'identification.
Est-ce Oui, qu'il y oui, a en fait. sur le contenu de l'étiquette d'identification des Oui, oui, poches? tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait le lien parce que c'était pas l'objet, mais on est reparti sur l'étiquette HAS hein, qui était mise dans la boîte à outils certification guide outils ADM de 2011, qui reprend en fait l'ensemble des intitulés qu'il faut absolument retrouver sur l'étiquette liée aux médicaments injectables. Merci. Je remettrai dans la présentation le lien vers la boîte à outils directe et le focus sur l'étiquette injectable. Et c'est vrai qu'on ne vous a pas précisé pour le cas de la SAP, on l'avait fait dans le cadre des webinaires certif administration. On a un établissement de santé dans la région qui a mis des étiquettes SAP qui sont vraiment bien fichues, dans le sens où il y a une petite système de collerette de l'étiquette qui permet de continuer à visualiser en fait l'ensemble de la seringue, donc l'ensemble des graduations. Et voilà, pour pas venir couvrir vraiment l'ensemble de la seringue, et une autre qui est dédiée à la SAP, mais qui reprend vraiment toutes les mentions obligatoires qu'on retrouve sur l'étiquette médicaments injectables. Je vais rajouter tout de suite sur le lien et la diapo correspondante, comme ça vous retrouverez sur la présentation les accès directs au site concerné. Merci beaucoup. Docteur Azouz du Centre Antipoison. Merci Daniela. Alors je rebondis sur les remarques sur les calculs de doses et les erreurs éventuelles. Bon, il y a aussi bon, ça avait déjà été évoqué entre nous, mais il y a aussi un enjeu sur la prescription et sur les logiciels d'aide à la prescription en milieu hospitalier, notamment soit pour prédéfinir des dilutions, soit pour imposer une prescription, comme on m'a forcé à le faire à l'époque où j'étais interne il n'y a pas si longtemps, à savoir prescrire une dose, une dilution et un débit cohérent, de telle sorte que l'infirmier ou l'infirmière puisse en vérifier la cohérence éventuellement et intercepter une éventuelle erreur, mais en tout cas, qu'on ne laisse pas uniquement à la main de l'infirmière le calcul et la petite cuisine de tout ça. Très bien, merci. C'est aussi d'autres commentaires, je les lis en même temps, que les étudiants ne savent plus faire la règle de 3 ou les produits en croix selon les écoles. Puis c'est des calculs qui prennent aussi trop souvent beaucoup de temps, pardon. Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci pour vos interventions. Merci Monsieur Ancelin pour cette présentation très instructive. Alors, je vous propose du coup de passer au CRPV, donc le Centre régional de pharmacovigilance avec les médicaments administrés par pompe à perfusion, la prise en charge en cas de surdosage. Merci.